Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Bessou, musicien, auteur littéraire, et je vis à Bordeaux. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2020, et pour un certain nombre de personnes, c'est un triste anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, le 30 mai 2018, alors qu'il faisait beau, c'était une belle journée comme aujourd'hui, il est arrivé un événement extrêmement douloureux. Il y a un petit garçon qui a été arraché à sa maman. Comme malheureusement cela arrive beaucoup aujourd'hui à cause des placements abusifs. Le petit garçon Leroy, dont l'expression était le plus souvent empreinte d'une extrême joie, parce que c'était un garçon qui était toujours de bonne humeur, il aimait énormément la vie, a été arraché à sa maman. Elle venait de l'amener à la crèche. J'ai une image où l'on voit sa maman, Sylvie Effinger, qui est en train de le récupérer à la crèche, où elle venait de l'emmener, à la crèche de Bordeaux. Mais ce jour-là, elle ne l'a pas récupéré. Elle est allée me rejoindre à la terrasse d'un café, Sylvie Effinger. On a discuté de l'avenir du petit garçon. Il devait le lendemain passer normalement un examen pédiatrique auprès d'un médecin qui aurait constaté qu'il se portait très bien, que sa maman s'en occupait très bien. Mais cet examen n'a jamais eu lieu, parce qu'elle a reçu un coup de téléphone l'informant que son enfant venait d'être placé. Et en réalité, le petit garçon Leroy a été victime de ce qu'il vaut bien appeler un enlèvement en bande organisée. J'avais hébergé Madame Effinger et son petit garçon pendant 7 mois et demi, entre la fin du mois de septembre 2017 et le début du mois de mai 2018. Mon appartement était minuscule, ce qui a causé quelques difficultés parce que le petit garçon était très exubérant, il était même hyperactif. Cependant, sa maman, bien qu'elle soit handicapée physique autonome, elle s'en occupait très très bien. J'étais un artiste un peu bohème, alors mon appartement, je l'ai laissé un petit peu à l'abandon. C'est une femme d'intérieur parfaite, Sylvie Effinger, elle me forçait à faire le ménage. Le soir de leur arrivée, en septembre 2017, le petit m'a piégé. Parce que moi, je pensais très égoïstement conserver mon lit et puis les laisser dormir sur une literie d'appoint. Mais c'est le contraire qui s'est passé, parce que le petit garçon s'est endormi sur mon lit, confortable. Je n'ai pas eu le courage de le faire réveiller. J'ai dit à Sylvie, bon voilà, tu gardes le lit avec le petit garçon, c'est moi qui prendrai la literie d'appoint. Ce qui fait que pendant 7 mois et demi, j'ai dormi par terre. Je ne m'en plains pas, parce que ils m'ont apporté tous les deux une vie de famille. Voilà. Qui n'a pas toujours été facile, parce qu'elle a son caractère, Sylvie Effinger, moi j'ai un caractère très très différent. Le petit garçon, lui, c'était vraiment une nature. Et cette maman s'en occupait donc, comme je le dis très bien, c'est un fin cordon bleu, elle lui faisait les meilleurs plats, elle connaît bien la diététique parce qu'elle a été aide à domicile diplômée de la Croix-Rouge, Sylvie Effinger, elle s'occupait parfaitement de son petit. Comme il était hyperactif, bien qu'il soit d'excellente santé, il fallait qu'il soit suivi par les meilleurs médecins, le petit garçon Leroy. Et elle l'a fait dès le début. Et le corps médical était unanime à dire que le petit garçon était heureux et bien nourri. On le voit ici à nouveau avec sa maman. Il y a toujours cette affection, cette complicité entre les deux. C'était absolument merveilleux à voir. J'ai rarement vu une mère et son enfant aussi heureux d'être l'un avec l'autre que ces deux-là. Sylvie Effinger et son petit garçon Leroy. Mais il y avait tout de même un problème. Sylvie Effinger avait pas mal voyagé dans les années qui précédaient, parce qu'elle était à la recherche d'un logement. Et elle était passée notamment par les services sociaux de Blois. Et les services sociaux de Blois n'avaient pas véritablement travaillé pour lui chercher un logement. Ils l'avaient laissé se débrouiller comme elle le pouvait. Et elle leur avait dit, mais pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas, mais pourquoi est-ce que vous ne m'aidez pas à chercher un logement? Normalement, je suis prioritaire, je suis une femme handicapée physique autonome, j'ai un enfant en bas âge, je suis SDF depuis quelques années déjà. Normalement, j'ai droit à un logement en quelques semaines, on devrait me le trouver. Ils ne l'ont pas fait. Et ils n'ont pas apprécié que cette maman, qui a un caractère bien affirmé, leur reproche de ne pas faire leur travail.
Elle-même, Sylvie Effinger, n'a pas toujours été handicapée. Et autrefois, elle a travaillé dur. Elle était aide à domicile diplômée de la Croix-Rouge. Elle a travaillé dans les hôpitaux. Ce sont des travaux difficiles et elle était dévouée, très appréciée dans tous les milieux où elle passait. Parce que elle est d'origine populaire, des banlieues populaires parisiennes, mais c'est une femme qui a également une parfaite éducation et qui, en tant que professionnelle pour l'aide à domicile, était très qualifiée. Et donc elle leur a dit, moi je travaillais autrefois, alors vous aussi vous devez justifier votre salaire, vous devez m'aider à trouver un logement, là j'ai un handicap, ça me fait mal actuellement, c'est difficile aussi pour mon petit garçon de vivre la vie de SDF, d'aller dans des foyers, d'aller dans des hébergements provisoires, il lui faudrait quelque chose de plus stable. Ils ont pris ça très mal, et ils ont retourné la situation en la défaveur de Sylvie Effinger. Au lieu de dire, c'est vrai, on aurait dû faire travailler un peu plus pour l'aider à trouver un logement, ils ont dit qu'elle était en errance. Ce sont eux qui ont inventé cette expression. C'est-à-dire qu'elle se baladait, on ne sait pas trop pourquoi, un peu partout, sans aucune raison. En vérité, elle cherchait un logement. Bon. À un certain moment, elle a été hébergée, après être passée par Blois, par une amie à elle, en région parisienne. Mais rapidement, une juge qui avait été trompée, on peut dire, par les rapports malveillants qui venaient des services sociaux de Blois, une juge avait fait le projet de retirer son petit garçon Leroy à Sylvie. Je lui montre, on le voit ensemble, vous voyez. Toujours une complicité entre la maman et le petit garçon. Et Sylvie, que je connaissais depuis 2016, m'a dit alors, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, elle va me retirer mon enfant. Je lui ai dit, ben, écoute, tu viens chez moi, parce que comme ça, comme tu vas te rendre à Bordeaux, en descendant de la région parisienne, nous allons pouvoir faire dessaisir la juge, et là, tu pourras essayer de recommencer quelque chose de mieux, quoi. Voilà, Bordeaux est une belle ville, tu pourras peut-être y trouver du logement, ça se construit actuellement, tu as ta chance, on va essayer. Sylvie Effinger est donc arrivée chez moi en septembre 2017 avec son petit garçon, et une montagne de bagages que nous avons eu beaucoup de mal à loger dans mon petit appartement qui est rapidement devenu un palais, parce que Sylvie Effinger me faisait bosser pas mal pour entretenir un appartement nickel, alors que je suis un artiste un petit peu bohème, mais je m'en fous un peu, si vous voulez. Il faut le dire honnêtement. Et donc, à Bordeaux, il y a une juge, la juge Colette Lajoie, qui a hérité de ce dossier social qui venait de la région parisienne et qui était passé par Blois. Elle a décidé, elle aussi, de lancer une enquête sociale. Elle avait fait le projet, la juge Colette Lajoie, de rendre au mois de juin 2018 une sentence, une décision, pour accorder ou retirer son petit garçon à Sylvie Effinger. Mais nous étions quand même assez optimistes quant à la décision. Pourquoi? Parce que la première chose que Sylvie a fait, ça a été de contacter les services sociaux, de faire suivre l'enfant par d'excellents médecins, qui étaient aussi les partenaires des services sociaux, des médecins compétents, qui ont tout de suite vu que la maman avait bien du mérite, qu'elle s'occupait parfaitement de son petit garçon. Et nous étions certains que ces médecins allaient faire des rapports favorables. C'est quand même les médecins qui sont les plus compétents parmi tous les gens qui peuvent être autour d'un enfant. La juge Colette Lajoie allait donc bénéficier d'un rapport favorable. Et c'est de cela que nous discutions le 30 mai 2018 à la terrasse d'un café, Sylvie Effinger et moi. Elle n'était pas avec son petit garçon, elle venait de l'amener à la crèche qui était à 2 pas. Et elle me disait, tu sais, demain il y a un examen par la pédiatre. Et là, ça me fera un document décisif qui emportera la décision de la juge en ma faveur. La pédiatre va constater que Leroy, qui est agité naturellement, se calme depuis quelque temps, qu'il est toujours bien en chair. C'est un garçon corpulent, costaud pour son âge, bien nourri. C'est un fin cordon de Sylvie Effinger. C'est une femme qui sait très très bien faire la cuisine. Elle m'a appris des choses. Je mange mieux d'ailleurs depuis que j'ai reçu quelques cours de sa part. Ça faisait partie certainement de son métier d'aide à domicile, diplômée de la Croix-Rouge. Bon, c'est une femme qui a travaillé, qui a eu un parcours intéressant. Voilà. Et donc, nous attendions cela. Nous étions tranquillement à la terrasse d'un café et on parlait un petit peu de l'avenir de Leroy, un petit garçon doué pour beaucoup de choses, pour la musique, etc. Je le montre une fois de plus avec sa maman, toujours souriant tous les deux.
Nous étions donc à la terrasse d'un café le 30 mai 2018. 1 heure et demie auparavant, Sylvie avait emmené son petit garçon à la crèche. Quelquefois, c'est moi qui le faisais. Et je constatais que les choses étaient bien comme la puéricultrice nous le faisait régulièrement remonter, parce que on avait demandé à la puéricultrice de nous faire un rapport régulier sur ce que faisait Leroy à la crèche, s'il se comportait bien avec ses petits camarades, s'il était gentil. Alors pourquoi est-ce qu'on avait cette inquiétude-là? Parce que c'est un petit garçon qui est hyperactif, qui est un petit peu difficile, et jusqu'à une certaine époque, il était un petit peu difficile dans son comportement vis-à-vis des adultes. Il avait tendance à les défier, à s'enfuir, etc., à courir partout. Il était très fort aussi pour son âge, il était bien nourri, très costaud. C'est un petit métis, très, très vif. Il aurait pu être dangereux pour ces garçons, pour ses petits camarades, mais non, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu quelques bousculades, mais sans gravité. Et j'ai d'ailleurs enregistré moi-même un rapport que m'a fait la puéricultrice de Leroy, la puéricultrice Annick, qui m'a dit, mais non, non, il n'y a pas de problème. Il est un peu vif comme ça, mais il n'y a pas de problème. Il est gentil, il s'amuse bien. Et c'est bien ce que je constatais moi-même quand il arrivait que c'est moi qui aille le chercher. Lorsque, par exemple, Sylvie était occupée à suivre des soins médicaux. Donc il n'y avait absolument aucune raison pour qu'on retire son petit garçon à Sylvie Effinger. Mais comme je l'ai dit, à 10 heures, elle a reçu un coup de téléphone lui annonçant que son petit garçon était placé. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'enfer. Et ça le reste depuis 2 ans. Alors elle a répondu à son interlocuteur, mais comment ça placé? Je viens de l'amener à la crèche, il n'est pas placé, il est à la crèche, qu'est-ce que vous racontez? Elle n'a rien tiré de la conversation. Nous avons couru, enfin marché rapidement, parce qu'avec ses jambes, elle ne pouvait pas courir. Elle a marché aussi rapidement qu'elle a pu vers la crèche, qui était à 2 pas de là. Et là, nous avons eu une drôle de surprise. C'est que la directrice de la crèche, qui d'habitude nous recevait l'un ou l'autre avec, je dirais au moins une politesse de façade, du respect, même je dirais presque de l'amitié. Enfin, c'était un petit peu l'impression qu'avait Sylvie quand même. Là, la directrice était devenue assez glaciale. Elle a dit, ah mais madame, moi, les fonctionnaires sont venus, les travailleurs sociaux sont venus avec une ordonnance judiciaire, je ne pouvais pas résister. Il fallait que j'obéisse, il fallait que je la donne à votre petit garçon. Mais on lui a dit, mais madame, mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé? C'est aussi votre devoir, ça, hein, ça fait partie, je ne sais pas si ça fait partie de la loi, mais en tout cas, ça fait partie, normalement, ça ne se fait pas comme ça, hein, normalement, et la directrice de la crèche aurait dû appeler, allô, madame Effinger, vous êtes dans les parages, venez, il y a les travailleurs sociaux qui sont là, ils prennent votre petit garçon. Si ça avait été le cas, nous le verrons tout à l'heure, eh bien, le petit garçon n'aurait jamais été retiré à la maman, et je vous expliquerai pourquoi. Sylvie a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi m'a-t-on retiré mon enfant? Ah, ben c'est son comportement, comment son comportement? Sylvie Effinger a répondu son comportement. Oui, il était un petit peu agité, oui, bon, mais il se calmait ces derniers temps, et d'ailleurs, la puéricultrice nous a toujours fait remonter qu'il se comportait parfaitement bien, ce que M. Bessou a constaté lui-même quand il allait à la crèche. C'était un petit garçon joyeux, heureux, bien traité, bien nourri, qui aimait sa maman, il n'y avait pas de problème. Est-ce que je peux voir la puéricultrice? Ça, c'est Sylvie qui a demandé ça. Sylvie Effinger a demandé à voir la puéricultrice du petit garçon Leroy. La directrice a menti à ce moment-là. Elle a dit, ah non, non, elle est repartie. Ce n'était sans doute pas vrai. Parce que le matin, même la puéricultrice avait accueilli le petit garçon. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle parte de là avant midi. Mais Sylvie Effinger l'a cru, elle a eu la naïveté de la croire, et en réalité, c'est tout simplement parce que la directrice ne voulait pas que la puéricultrice soit au courant de ce qui s'était tramé contre la maman, et que la puéricultrice puisse dire à la directrice, mais pourquoi est-ce que vous avez raconté que ça n'allait pas à Leroy à la crèche? Il était gentil ce garçon, il est un peu difficile parfois, mais en vérité il était très bien, il était très joyeux, il n'y avait absolument aucune raison, bien traité, heureux avec sa maman, je l'ai toujours vu en bonne santé, il n'avait jamais pris de traces de coups ou comme ça, j'ai jamais vu un coup, la puéricultrice qui s'en occupait lui passait encore ses langes et comme ça, ses couches, et elle était parfaitement qualifiée pour le dire, elle le voyait 2 ou 3 fois par semaine.
Mais la directrice ne voulait pas, justement, que la maman, que Sylvie Effinger, puisse se renseigner auprès de la puéricultrice et peut-être la citer à témoin. Quel a été le comportement de la directrice de la crèche, donc? Elle a dit à Sylvie, écoutez, moi ça ne me concerne plus, n'oubliez pas de prendre la poussette. Alors déjà, c'était bizarre. Pourquoi est-ce que les travailleurs sociaux n'ont-ils pas pris la poussette du garçon? Est-ce que c'est par hasard parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux et qu'ils ont eu peur que la maman revienne et qu'ils se sont enfuis à toutes jambes? Est-ce que c'est ces gens courageux qui ont volé un petit enfant dans une crèche? On verra tout à l'heure pourquoi je peux dire voler. Même si eux-mêmes ont peut-être, ceux qui sont venus ceux-là spécialement, ils ont peut-être cru qu'ils accomplissaient leur mission normalement, mais en réalité c'était un enlèvement en bande organisée, on le verra. Pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas pris la poussette du garçon quand on est censé placer un petit garçon pour son bien, hein, parce que c'est toujours pour cette raison-là que les travailleurs sociaux placent les enfants, on prend au moins ce qui lui est nécessaire. Et vous imaginez un petit peu la réaction de Sylvie quand la directrice lui a dit « Surtout n'oubliez pas de reprendre la poussette ». C'était un coup, la poussée au suicide si Sylvie Effinger avait eu une mentalité fragile. Une maman à qui on prend son enfant qui voit une poussette vide, elle peut péter les plombs. Alors moi j'ai pris la poussette, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai gardée pendant assez longtemps d'ailleurs, et ensuite je l'ai rendue à Sylvie longtemps après. Voilà. À côté de la directrice, il y avait une cadre qui était très émue, elle était au bord des larmes, parce qu'elle savait que quelque chose n'était pas normal, et que Sylvie était victime de quelque chose. Elle avait pitié de cette pauvre maman à qui on joue un mauvais tour. Mais malheureusement, ce n'était pas elle, la directrice. Et on s'est souvenu alors que la directrice, quelque temps auparavant, insistait beaucoup pour que le petit garçon soit présent cette semaine-là. Nous avons surmonté notre colère devant le comportement glacial, à mon avis, de la directrice de la crèche, et nous sommes repartis. Elle nous a dit, de toute façon, dans peu de temps, les travailleurs sociaux vont vous téléphoner pour vous mettre au courant de ce que devient votre petit garçon. Et effectivement, peu de temps après, dans les heures qui ont suivi, Sylvie Effinger a reçu un coup de téléphone d'une travailleuse sociale du département de la Gironde, qui lui a dit « Votre petit garçon est au foyer de Mazères à Podensac ». Alors, nous avons téléphoné au foyer de Mazères à Podensac et ils n'ont pas voulu nous dire si le petit garçon s'y trouvait réellement. C'était secret, je ne sais pas. Alors, on leur a dit ceci. Il y est ou il n'y est pas, mais s'il y est, on a quand même quelques données d'ordre médical à vous donner, d'ordre alimentaire, etc. Bon, c'est important pour sa santé. Ah non, nous, on ne veut pas le savoir. Eux, ils n'ont pas voulu savoir ça. C'est bizarre quand même pour des gens qui sont censés s'occuper d'un enfant, de ne pas savoir, de ne pas vouloir recevoir des données alimentaires et médicales qui peuvent être vitales. Nous avons appris, nous, en 2020, que le petit garçon serait asthmatique. Si à l'époque il avait été asthmatique et qu'on ait voulu signaler qu'il avait besoin de ventoline, eh bien le petit garçon Leroy il serait mort. Il serait mort parce qu'il nous a fallu ce jour-là, le 30 mai 2018, 6 heures pour trouver un interlocuteur qui accepte de prendre des renseignements d'ordre médical, alimentaire, etc. Quant au foyer de Mazères, on n'avait pas pu non plus savoir qui en était le directeur. Et ça semble être une caractéristique assez fréquente dans les foyers de la protection de l'enfance. Qui sont ces gens qui se cachent? Normalement, quand on est honorable, on n'a pas besoin de se cacher. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être quelque chose à cacher. Surtout quand on voit tous les scandales où l'on voit que des enfants ont été violentés, etc. Je n'ai pas entendu parler de cela pour le foyer de Mazères, je le précise quand même. Mais pour certains foyers en région bordelaise, oui. Donc il nous a fallu 6 heures pour trouver un interlocuteur à peu près compétent. On a dit à Sylvie, vous allez recevoir bientôt la copie de l'ordonnance qui a décidé du placement provisoire de votre fils. S'il s'agissait encore d'un placement provisoire. Quelques jours après, en effet, Sylvie Effinger a reçu un papier venant des services sociaux. C'était l'ordonnance de placement provisoire qui avait été signée par la juge Colette Lajoie.
Elle n'avait pas attendu donc le mois de juin, elle avait signé une ordonnance parce qu'elle trouvait qu'il y avait une urgence. Nous avons consulté cette ordonnance. C'était une véritable horreur. Une véritable horreur. Et je dirais même, ce document, on peut dire que c'était un faux. Cette ordonnance ne comportait pas de tampon visible, en tout cas, que nous puissions voir. Était-ce la reprographie incorrecte qui n'a pas peut-être pu rendre un tampon bleu pâle qui a disparu à la reprographie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas de nom de greffier, il n'y avait pas d'avis du ministère public. Déjà, c'est assez étrange. Normalement, c'est une ordonnance qui ne me semble pas avoir été en forme régulière. Normalement, c'était une ordonnance caduque. Si Sylvie Effinger avait été convoquée rapidement par la directrice, qui aurait fait attendre les travailleurs sociaux, Sylvie Effinger aurait regardé l'ordonnance. Elle aurait dit, mais attendez, c'est pas normal ça. Il y a pas, je ne vois pas de tampon. Peut-être y était-il, je ne sais pas. Mais pas non plus de nom de greffier, pas d'avis du ministère public, du procureur. Hein. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une ordonnance régulière, non, non, vous ne prenez pas l'enfant avec sur un papier comme ça, il n'est pas en bonne et due forme. Vous voyez. Donc, en évitant, alors que normalement c'était son devoir, en évitant de convoquer Sylvie Effinger sur le moment, elle savait qu'elle n'était pas loin, la directrice de la crèche l'a empêchée de faire valoir ses droits de citoyenne et de garder son enfant. Parce que Sylvie Effinger aurait pu dire également, en lisant l'ordonnance, mais c'est bizarre, là il y a quelque chose une allusion sur la crèche, la puéricultrice, laquelle, on ne sait pas laquelle c'est, je veux voir la puéricultrice, qu'elle confirme que quelque chose n'allait pas avec Leroy. Et pourquoi vous-même, la directrice, ne m'avez-vous rien fait remonter si quelque chose n'allait pas? Vous aviez promis que vous le feriez. La directrice s'est bien gardée de faire venir Sylvie Effinger au moment où elle avait en main encore l'ordonnance de placement provisoire, parce que Sylvie Effinger aurait pu immédiatement dire « Je veux voir la puéricultrice, je veux que la puéricultrice, on les téléphone si elle n'est pas là, que la puéricultrice confirme ou démente au contraire ce qui est écrit dans ses papiers. » Et la puéricultrice aurait dit « Mais c'est faux, c'est pas vrai, moi je vous ai toujours fait remonter que le petit Leroy se portait bien. » Et par conséquent, nous estimons, nous, que la directrice a probablement porté un faux témoignage. Elle a évoqué, elle nous a dit, alors qu'elle nous disait toujours, comme la puéricultrice d'ailleurs, que Leroy allait bien, etc., qu'il était dynamique un petit peu trop, mais que ça allait, bon, qu'il se calmait. Brusquement, elle nous dit qu'elle disait le contraire, ce qui n'avait jamais été le cas, sinon elle nous l'aurait fait remonter, elle avait donc menti. Et elle évoque le nom de son médecin, le pédiatre de la crèche, mais le pédiatre de la crèche, on n'avait jamais autorisé à examiner Leroy, donc ce n'était pas normal qu'il rende son avis. Leroy était suivi par un autre pédiatre qui s'en occupait régulièrement. Je vais parler un peu de cette ordonnance de placement provisoire qui a provoqué le placement initial du petit garçon Leroy. Là, je l'ai sous les yeux, c'est un document de 3 pages. Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable horreur. Il y a l'entrée en matière, bon, je vois un paragraphe, mais il n'y a pas de nom, etc. Et puis, là, il y a le rapport qui a été porté par une association et par les services sociaux, et par une psychiatre. Alors, qu'est-ce que je lis? Que le petit garçon Leroy aurait un retard global de développement. Tiens, qui c'est qui a... Alors, on se dit, mais il faut un médecin, un pédiatre, quelqu'un qui porte un jugement comme ça. On voit rien. Il y a beaucoup de termes médicaux, l'état psychologique, etc. Mais quand on cherche où sont les membres du corps médical qui sont censés s'être prononcés, le docteur untel, la psychiatre untel, il y a une psychiatre, on en parlera après. On ne voit rien. Et dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que les services sociaux de Porto et l'association qui s'occupait de l'enquête sociale ont écarté radicalement, c'était plus facile, les médecins, ils les ont virés carrément. Les médecins n'ont pas été appelés à porter à présenter leur rapport. Le rapport des médecins, il est absent. Il ne se trouve pas, alors que c'est le rapport le plus important dans le document que la juge a eu en sa possession, dans le rapport général qui a été remis par tous les intervenants.
Mais comme il fallait cacher à la juge que les médecins avaient été écartés de tout ça, eh bien ce qui s'est passé, c'est que ce sont les services sociaux et l'association à qui a été confiée l'enquête sociale qui ont utilisé un jargon médical pour essayer de faire croire qu'il y avait eu effectivement des médecins qui s'étaient prononcés alors que ce n'était pas vrai. Donc le rapport, dans sa généralité, le rapport sur lequel s'est appuyée la juge pour faire retirer l'enfant était un faux. C'est quand même extrêmement grave. C'est un exercice illégal de la médecine. Alors on cherche qui c'est qui a bien pu se prononcer, puis quand on fait une enquête fouillée à partir de tous les documents médicaux, tous les documents judiciaires que nous avons, nous nous apercevons que les personnes qui se sont prononcées, ce sont une secrétaire, une petite éducatrice sans grande qualification, etc. Et tous ces gens-là, ils ont remplacé les médecins. Les médecins, nous les avons contactés. Sylvie Effinger, dans les jours d'après, les a contactés. Il leur a dit vous étiez au courant de ça? Et les médecins, ils ont été très surpris. Ils ont dit comment? Mais moi j'ai pas marché dans ces combines. Il y en a qui nous ont fait d'ailleurs des attestations, hein, qui ont dit mais non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Normalement, votre petit garçon Leroy, vous en occupez très bien, je l'atteste, et d'autre part, j'envisage qu'il y a encore un suivi avec lui. Ça va continuer, et on va vous le rendre certainement, c'est un malentendu. Enfin, les médecins, ils ont passé ça. Il y avait aussi le rapport d'une psychiatre. On ne le connaissait pas complètement, mais nous savions déjà que cette psychiatre avait menti sur un... Mais on pensait que la juge ne l'écouterait pas. Pourquoi? Parce que c'est la psychiatre qui a examiné Sylvie. Nous sommes aperçus qu'elle était... Très vraisemblablement, c'est ce qui m'a semblé en tout cas, sous l'effet d'un narcotique, on va dire, probablement un antidouleur opiacé, parce qu'elle avait des douleurs articulaires, et elle a rendu une expertise psychiatrique qui était complètement incohérente. D'un côté, cette psychiatre disait, Madame Effinger est calme, sans trouble du comportement, elle s'occupe de son enfant avec patience. Je vous montre ici, d'ailleurs, Sylvie Effinger, le petit garçon Leroy, et la grande sœur Stacy, à laquelle Leroy est très attaché. Vous voyez, c'était une famille harmonieuse, bien qu'elle ait été brisée par le placement abusif de plusieurs enfants. Sylvie arrivait à maintenir quand même avec d'eux des relations correctes, si vous voulez. C'est difficile, parce que souvent, quand il y a des placements abusifs, les familles sont brisées. Mais ça a été le grand mérite de cette maman admirable que de maintenir de bonnes relations avec ses enfants malgré tout. Malgré la difficulté qui a été créée de toutes pièces par les services sociaux qui se sont ingéniés à séparer les enfants de leur mère. Et donc, il y avait dans ce rapport, dans l'enquête sociale sur lequel s'est basée la juge, les rapports des services sociaux, les rapports d'une association et les rapports d'une psychiatre. Et tout ça, ce n'était que des faux. Par exemple, les services sociaux ont dit que Sylvie Effinger était en errance. Alors, il s'agit d'une sorte de procédé de manipulation mentale. Une errance, quand on vous parle d'une errance, ça veut dire une pérégrination, un voyage sans but, on ne sait pas très bien où on va. En vérité, Sylvie avait un but bien précis quand elle s'est déplacée avec son petit garçon dans plusieurs départements. Elle est passée par Nancy, elle est passée par Blois, elle est passée par Tours, elle est passée par plusieurs endroits, par la région parisienne. Son but, c'était de chercher un logement. Mais elle ne le trouvait pas. C'est difficile aujourd'hui pour tout le monde. Et pour d'autres raisons, elle avait des difficultés particulières pour trouver un logement. C'est pas ça une errance. Une errance, c'est quand on se pite la gueule et qu'on boit, qu'on est ivre, qu'on ne sait pas où on va, qu'on n'a pas de but. Non. Sylvie savait parfaitement où elle allait. Et partout où elle le passait, elle faisait régner un certain ordre, parce que c'est une personne éprise d'ordre et de propreté. Elle n'était pas du tout dans l'errance. Mais le mot errance n'a pas été choisi par hasard par les services sociaux. C'est pour essayer d'induire chez la juge des enfants un glissement sémantique, pour que la juge pense non pas à une simple errance géographique, mais à une errance mentale, un égarement. Vous voyez, errance, égarement, vous voyez, ça se ressemble un petit peu, c'est ce qu'on appelle une proximité sémantique, un glissement de sens entre l'errance géographique et puis l'errance mentale. Mais en réalité, Sylvie Effinger, qui a ses humeurs comme tout le monde, elle a son caractère, elle a ses hauts et ses bas, mais c'est une femme qui est très sensée, qui sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est récupérer son petit garçon pour le rendre heureux, pour le récupérer.
l'ordonnance de placement provisoire, qui avait décidé du placement provisoire du petit garçon, précisait que 2 semaines après, le 14 juin 2018, devait avoir lieu une audience d'assistance éducative, qui donnerait lieu à un débat contradictoire où Sylvie Effinger pourrait donc défendre son point de vue et pouvait-on espérer, ça lui aurait permis de récupérer son petit garçon qui lui avait été arraché injustement. Mais les services sociaux de Bordeaux ont commis un certain nombre d'actes illégaux pour empêcher qu'il puisse y avoir un débat contradictoire qui aurait peut-être permis à la maman, effectivement, de faire valoir ses droits devant le juge, devant la juge des enfants. D'abord, ils n'ont pas consenti à obéir à l'ordonnance judiciaire. L'ordonnance de placement provisoire disait que le petit garçon devait rencontrer sa maman au moins, et il était bien précisé, au moins 1 fois par semaine, et implicitement 2 ou 3 fois, parce qu'il était prévu que des accords puissent se faire entre la maman et les services sociaux pour qu'elle voie l'enfant davantage encore. Donc l'ordonnance voulait quand même respecter à un certain point les droits de la maman. Les services sociaux ne l'ont pas fait. Quand au bout d'1 semaine, ils n'avaient toujours pas organisé la première rencontre, ils étaient dans l'illégalité. Ils n'ont rien voulu entendre. Sylvie les a appelés, leur a dit voilà, maintenant vous allez me montrer mon enfant, c'est d'après la loi, vous êtes hors la loi, vous allez me montrer mon enfant. Ils n'ont rien voulu savoir, ils se sont moqués d'elle, ils se sont comportés avec mépris. Bon, nous avons protesté. Nous sommes allés voir la police aussi. On a dit voilà, il y a une ordonnance de placement provisoire, bon, normalement, le petit garçon, on doit le voir. Ah, la police a dit nous, on s'en mêle pas, nous, on s'en mêle pas. Et on aurait peut-être pu obtenir quelque chose auprès de la juge, mais à l'époque, ça ne nous est pas venu à l'esprit parce qu'on mettait dans le même sac, si vous voulez, on ne connaissait pas tout encore de l'affaire. On mettait dans le même sac la juge, et puis les travailleurs sociaux qui avaient commis un certain nombre de malversations de faux en écriture pour lui faire arracher l'enfant à Sylvie. Alors, nous nous sommes mis à distribuer des tracts. On a fait ça comme des manches, on a très très mal fait, on s'y est très mal pris. Il y en a eu à peine quelques dizaines d'ailleurs qui ont été distribués. Enfin bon, ça ne s'est pas organisé comme moi j'aurais voulu le faire. Des années auparavant, j'ai su organiser des distributions de tracts qui ont empêché par 2 fois un personnage haut placé qui a même été présidentiable à une certaine époque d'accéder à la députation. Hein. Mais ça, c'était quand même une opération qui se chiffre par milliers de tracts. C'est moi qui avais organisé ça. Parce que c'était une crapule corrompue. Et moi, j'avais décidé qu'il ne serait pas député. Il n'a pas été. Non, le mec. Bon. Mais là, par contre, je n'avais pas autant de moyens. Et on a distribué des tracts. On a été rapidement inquiété pour ça. Des plaintes ont été déposées contre nous. Quelqu'un avait créé, ce n'était pas moi d'ailleurs, moi j'avais créé un tract pour Sylvie, mais il était, tout en étant très dur, il était quand même dans les limites de la correction. Un autre internaute avait créé un tract qui a fait que Sylvie, elle a été inculpée d'outrage envers la juge. Bon. Avec mon tract, ça n'aurait pas pu être le cas, parce que je n'envoie pas les gens au casse-pipe, je sais ce que je dis. J'avais bien précisé que la juge avait été trompée par les services sociaux. Et donc les services sociaux n'ont pas voulu organiser ces rencontres médiatisées entre le petit garçon et la maman en attendant le procès du 14 juin qui devait survenir 2 semaines après la soustraction du petit garçon à la crèche. Nous avons protesté. Déjà, Sylvie est allée un peu loin et ça lui a valu de faire de la garde à vue. Déjà le ton était donné. Les services sociaux ont sans doute pris délibérément cette réaction pour l'empêcher d'avoir un comportement serein d'une maman qui va défendre ses droits sereinement et récupérer son enfant. Et ensuite, ils ont organisé une véritable mascarade. Quand Sylvie s'est rendue à l'audience, qui d'ailleurs a été avancée d'1 jour, ce qui fait qu'elle est sortie directement de la garde à vue pour aller à l'audience. Elle n'a pas eu le temps de consulter un avocat de dernière minute, elle est donc allée là sans avocat. Elle a dit au juge, elle pensait qu'elle rencontrerait son enfant, ça lui semblait normal. Mais où est mon petit garçon? Elle lui a dit au juge. Le juge qui avait été changé entre-temps, ce n'était plus la juge, mais le juge Laurent Gepler. Il lui a dit comme ça, mais madame, pour le
rencontrer le petit garçon, vous avez les visites, les rencontres médiatisées. Et elle n'a pas songé que le juge croyait sincèrement qu'il y avait des rencontres médiatisées. Il a été trompé, le juge. Alors, vous me direz, mais comment ça se fait que personne n'était là pour le détromper? Alors, Sylvie était un petit peu énervée par tout ça, elle s'est mise en colère. Et l'avocat des services sociaux qui ne sont pas venus, les services sociaux ne sont pas venus, se sont fait représenter par un avocat qui n'était pas au courant. Alors lui n'était pas là pour détromper le juge, pour dire oui c'est vrai, monsieur le juge, madame Effinger a raison, il n'y a pas eu de rencontre médiatisée, c'est vrai, elle aurait dû rencontrer son petit enfant, et on ne lui a pas montré. Et par conséquent, le juge, il a été trompé. Il a été trompé sciemment par les services sociaux qui auraient eu le devoir de lui dire attention, monsieur le juge, on n'a pas pu, ou pas voulu, mais enfin, disons pas pu, ils auraient dit qu'ils n'auraient pas pu organiser des rencontres. Ce qui fait que le juge, quand il a vu que Sylvie se mettait en colère, il partait d'un seul coup de l'audience, parce qu'elle croyait qu'il se moquait d'elle. Et lui, il a cru qu'elle était folle. Et comme c'est ce que les services sociaux lui avaient dit plus ou moins, eh bien, il a décidé d'une sentence, le juge Laurent Gebler, qui était très dure. Pendant 2 ans, la maman ne pourrait plus voir son enfant. Et comme certainement les services sociaux ne se sont pas privés de déblatérer sur la famille de Sylvie Effinger, une famille qui est pourtant bien respectable, il n'avait pas non plus prévu, le juge Laurent Gebler, de prévoir des contacts entre le petit garçon et sa famille pendant 2 ans. Et cette décision a été prise il y a 2 ans, elle a été prise le 13 juin 2018. Mais le juge a été trompé dans l'affaire. Et nous le lui avons fait savoir. Le juge Laurent Gebler, qui va maintenant prendre une décision suite à l'audience qui vient de se tenir le 26 mai 2020, il sait maintenant qu'il a été trompé par les services sociaux. Il sait maintenant que les services sociaux ont commis des faux en écriture. Il sait maintenant, le juge Laurent Gebler, que la psychiatre a commis un faux, il a eu la preuve de ce faux. La psychiatre avait raconté que le docteur Simon, qui a traité autrefois Sylvie Effinger psychologiquement pour la soutenir, avait dit qu'elle était folle, qu'elle délirait. Mais le docteur Simon, il s'est indigné de ça. Il a dit, mais c'est pas possible, je vais porter plainte contre cette menteuse, cette faussaire bordelaise, là, cette psychiatre bordelaise qui a rendu un faux rapport. Ça, maintenant, le juge Laurent Gebler, il le sait. Ensuite, il y a donc eu une nouvelle décision judiciaire qui, je l'ai dit, a été prise le 13 juin 2018. On y a vu des choses un peu bizarres dedans, des arguments contre Sylvie Effinger pour qu'elle ne puisse pas conserver son petit garçon, qui était tiré d'affaires familiales, sans aucun rapport avec ça, venant du Val-de-Marne, de ses autres enfants, etc. C'était absurde. Il y a certains services sociaux ont raconté qu'elle ne s'entendait pas bien avec ses filles. Écoutez, voilà une photo de Sylvie Effinger avec ses 2 filles. Vous voyez, c'est le grand sourire. Bon, moi, je l'ai vu, Sylvie Effinger, avec sa fille Stacy. Je l'ai vu également avec sa fille Célie. Les 2 s'entendaient bien. Bon, ces enfants ont été privés de leur mère pendant assez longtemps. Il y a eu un détachement, mais en réalité, le lien affectif s'est maintenu. Sylvie Effinger, bien entendu, a fait appel à la décision du 13 juin. Du 13 juin 2018, et nous avons constitué ensemble un dossier à peu près crédible déjà, qui fait qu'elle s'est rendue avec beaucoup plus de sérénité à l'audience nouvelle qui s'est tenue le 12 septembre 2018. La juge qui a présidé l'audience en appel, elle a trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Elle a dit, mais malheureusement elle n'a pas tenu parole, elle a dit il faut restaurer le lien familial. Ce n'est pas normal que Madame Effinger soit séparée de son petit enfant sans le voir. Mais elle n'a rien ordonné, cependant, cette juge, pour que le petit garçon puisse voir aussi le reste de sa famille. Elle a dit, la juge, alors il y a les travailleurs sociaux ont utilisé de mauvais arguments. Ils ont dit, oui, Madame Effinger s'exprime sur les réseaux sociaux pour contester. La juge a dit quelque chose de très sensé. Elle a dit, non, écoutez, moi je m'en fous. Elle a dit textuellement ça, je m'en fous que Madame Effinger s'exprime sur les réseaux sociaux. Ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir si c'est une bonne mère ou quoi. Sylvie Effinger a avancé ses arguments.
Et elle pensait que les services sociaux seraient honnêtes. Malheureusement, ils sont restés dans leur logique. Ils voulaient à tout prix lui prendre l'enfant. Alors, elle a quitté l'audience, mais après avoir quand même bien défendu son point de vue. Il est sorti de cette audience du 12 septembre 2018, un jugement qui a été rendu, lui, 4 semaines après, le 10 octobre 2018, qui disait, ce jugement, que Madame Effinger, Sylvie, devait recevoir des nouvelles régulières de son enfant et que des rencontres seraient organisées une fois par mois. Bon, c'est pas grand-chose, 1 heure par mois. C'est déjà ça. On peut supposer qu'ensuite ça va s'améliorer. Mais malheureusement, ce jugement, il faut bien le dire, était illégal. Parce qu'en réalité, ce jugement a empêché la tenue de ces rencontres entre la maman et le petit garçon. Pourquoi? Comment? Il était illégal parce que chaque rencontre devrait être précédée d'un entretien avec Sylvie Effinger, entretien au cours duquel les travailleurs sociaux, et écoutez bien, les travailleurs sociaux devaient porter une appréciation sur la santé de Sylvie Effinger pour savoir si elle pouvait rencontrer son petit garçon après. Mais ça, ce n'est absolument pas normal. Il ne s'agissait pas de la santé physique de Sylvie Effinger, qui a eu quelquefois effectivement des problèmes de santé assez graves, mais elle a toujours eu la sagesse d'être soignée par de bons médecins, elle tient le coup. Là, on la voit sur un lit d'hôpital, mais Sylvie Effinger est une personne dynamique qui ne se complaît pas dans le handicap, qui marche, qui fait beaucoup de choses pour conserver quand même, tout en étant invalide à 80%, c'est une personne dynamique qui marche, qui va dans la nature. Bon, elle essaie de s'entretenir et elle y parvient bien. Elle prend bien ses traitements, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non. Les travailleurs sociaux, ce qu'ils étaient censés évaluer, c'était la santé mentale de Sylvie Effinger. Mais quelque chose ne va pas là-dedans. 2 choses ne vont pas. C'est que les travailleurs sociaux étaient forcément remontés contre Sylvie Effinger, qui accuse toujours, même aujourd'hui, et c'est normal, leurs collègues d'avoir commis des faux en écriture, d'être des faussaires qui lui ont volé son enfant. Donc forcément, les travailleurs sociaux, par solidarité avec leurs collègues, à moins que certains d'entre eux soient très honnêtes, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas dans l'affaire. Par solidarité avec leurs collègues, automatiquement, ils diront toujours que Sylvie Effinger n'est pas dans un état mental propre à ce qu'elle rencontre son petit enfant. Et d'autre part, les travailleurs sociaux, ce n'est pas des médecins. Il est bien écrit en toutes lettres dans le jugement qu'ils doivent porter une appréciation sur la santé, mais ça c'est tout à fait illégal. Une juge n'a absolument pas à conférer à des travailleurs sociaux une autorité en matière médicale, ça n'existe pas. Il n'y a que des médecins qui peuvent, ou des psychiatres qui peuvent porter une appréciation d'ordre médical. C'est pas normal ça. Et le fait même, si la juge avait ordonné que des médecins portent une appréciation, dans la mesure où il s'agissait de psychiatres, leur devoir d'après la déontologie serait été de dire « nous ne sommes pas d'accord ». Une fois de temps à autre, mettons par trimestre, un examen psychiatrique de Mme Effinger, c'est normal. Si vous estimez qu'il y a une raison pour ça, mais en fait, Mme Effinger n'a jamais causé un trouble de l'ordre ou quelque chose comme ça qui puisse justifier qu'on la qualifie de folle. Hein. Bon, elle était parfaitement censée. Hein. Mais un examen tous les mois, non, ça, ce n'est pas normal. Parce que déjà, c'est vexatoire. Et peut-on demander d'ailleurs à un véritable professionnel de santé, à un psychiatre, de remettre en question sa propre compétence et son propre diagnostic chaque mois, pour des raisons vexatoires. Vous voyez, ça ne tient pas debout. Et en plus de ça, c'est illégal, parce que c'est en plus de ça à des travailleurs sociaux que c'est confié. Donc, rien que ce jugement qui a été porté le 10 octobre 2018, eh bien c'est un faux. C'est un faux. C'est-à-dire que depuis le début, depuis que l'IROI a été placé, il a été placé parce que des travailleurs sociaux et d'autres personnes ont commis des faux en écriture pour tromper la justice. Jusqu'à maintenant, eh bien, le petit garçon, il est dans un régime de totale illégalité. Nous allons voir que c'est encore plus grave que cela. La juge qui a prononcé le jugement du 10 octobre 2018, elle avait dit que la maman devait recevoir des nouvelles régulières de son petit enfant. On va voir ce qu'il en est. La juge qui a donc prononcé la sentence du 10 octobre 2018 avait
dit que le petit garçon Leroy, la maman devait en avoir des nouvelles régulières. Et les services sociaux le faisaient déjà, en principe, mais ce n'était pas tout à fait les nouvelles qu'on attendait. Chaque mois, il venait du département de la Gironde un document qui était adressé à Sylvie, qui généralement comportait une note de quelques lignes, et parfois une ou plusieurs photos, et qui était censé refléter ce que vivait le petit Leroy dans ces lieux d'accueil qui, j'ai oublié de le préciser, étaient secrets. Secrets, on ne sait pas pourquoi. Il n'y avait pas de grande raison, à mon avis, pour que le lieu d'accueil soit secret, surtout quand un enfant a été arraché à sa maman pour de fausses raisons. Hein. Bon. Et moi, j'en ai quelques-unes de ces notes-là. Hein. Qu'est-ce que je lis chaque mois? Alors, chaque mois, il y avait une note. Le petit garçon s'apaise, il se calme. Je vois la suivante. Il dort mieux, il commence à devenir calme, il devient apaisé. Leroy se calme et il s'apaise. C'est bizarre. Ces tournures de phrases revenaient chaque fois. On nous racontait également des choses qui, à la rigueur, auraient pu être plausibles. Il va à l'école, bien que ça nous semblait un peu bizarre qu'un enfant qui était hyperactif puisse aller à l'école si tôt. Enfin, il était censé aller à l'école et y avoir de bons résultats. Et chaque fois, il y avait ces mots qui revenaient. Il se calme, il s'apaise, il se calme, il s'apaise. On a fini par en douter. C'était invraisemblable. Un garçon qui souffrait de l'angoisse de la séparation, pouvait-il être calme, apaisé, heureux du jour au lendemain, ayant perdu sa maman à laquelle il était tellement attaché? Ce n'est pas possible, c'est pas raisonnable de penser des choses comme ça. Et Sylvie a rencontré enfin son petit garçon, après que les travailleurs sociaux aient fait traîner cela pendant plus de 6 mois. Elle a pu le rencontrer. Elle a pu le rencontrer le 18 avril 2019. Et là, le petit garçon ne pouvait pas la reconnaître, semble-t-il. Ou plus exactement, il n'a pas osé l'appeler maman. Il l'appelait Titi, Titi. C'était sa prononciation enfantine du nom de sa grande sœur Stacy, que je vais vous montrer. Vous voyez, Stacy, c'est le personnage central. Alors, on s'est demandé après coup, mais pourquoi il ne t'a pas appelé maman? Et pourquoi il t'appelle Titi, Stacy, autrement dit? Eh bien, tout simplement parce que le petit garçon, il a été maltraité. Il a été maltraité, et nous pensons que chaque fois qu'il a dû prononcer le mot maman, je veux ma maman, blam, ils ont dû lui mettre une claque dans la gueule. Le frapper, le faire souffrir d'une façon quelconque. Quand elle a rencontré son petit enfant, pendant quelques minutes, au point de rencontre, il a appelé du nom de sa grande sœur Stacy, c'était peut-être une ruse pour lui dire je t'ai reconnu mais je ne peux pas t'appeler maman parce qu'on va me taper. C'est ça qui s'est passé. Et quand elle lui a dit qu'est-ce que tu fais, il avait le regard qui devenait vitreux et il lui répétait mécaniquement je vais à l'école, je fais du travail. 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 Elle a trouvé ça bizarre. Mais Sylvie Effinger est intelligente. Elle avait déjà, elle, commencé à apprendre. Leroy ne dessine pas très bien, il n'est pas très doué pour ça. Pour tout le reste, il est très doué pour beaucoup de choses. Il commençait à parler pas trop mal quand il a été arraché à sa maman, je le répète, le 30 mai 2018. Il était extrêmement habile avec des jeux de construction. Alors ça, vraiment, c'est ce qui attesterait un quotient intellectuel, d'après moi, ce que j'ai vu, hein, un quotient intellectuel extrêmement élevé. Je ne dirai pas le chiffre, mais enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez prodigieux. Il m'a stupéfait. Hein, il m'a stupéfait. Je lui ai montré un jour le principe, comment utiliser un jeu de construction d'une manière différente de celle qu'il connaissait. Tout de suite, il l'a appliqué. Il a fait une création originale qui était parfaitement cohérente à sa manière. Et donc, elle a voulu évaluer son petit garçon à qui elle avait déjà appris le nom des aliments, le nom des animaux, les lettres, les chiffres, il savait déjà compter. Bon, tout de suite, la médiatrice du point rencontre, l'une des deux médiatrices du point rencontre, parce que l'autre s'est comporté correctement, lui dit « Ah non, 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 madame, lui a dit, vous n'êtes pas là pour ça. » Et elle a dit « Mais écoutez, je suis sa maman. » « Ah non, non, madame, vous n'êtes pas là pour ça. » Alors je vais en profiter pour faire une parenthèse à l'intention de tous les parents qui sont soumis à des choses comme ça quand ils vont au point rencontre. Ne vous laissez pas faire par les services sociaux. Hein. Ils n'ont pas le droit, et ce n'est pas des flics les services sociaux, enfin ça ne devrait pas en tout cas. Ils n'ont pas le droit de vous dire
éteignez votre téléphone, laissez-le à l'entrée, ne touchez pas votre enfant, ne l'embrassez pas. Je vais prendre une responsabilité, moi Jean-Michel Bessot. Quitte à aller jusqu'à l'affrontement physique et à ce que cela en vienne à des voies de fait, voire même à un pugilat, imposez votre droit. Vous pouvez embrasser vos enfants. Vous pouvez leur montrer des marques d'affection quand vous les voyez, quand on vous les laisse rencontrer. Parce que vous vous empêchez de les rencontrer, de les embrasser, de leur dire bonjour, d'être gentil avec eux. C'est une chose qui est inspirée aux services sociaux par une idéologie du non-amour. Moi j'appellerais ça même de la haine, tout simplement. Et donc, alors qu'elle avait porté un cahier, qu'elle avait porté ce qu'il fallait pour évaluer son petit garçon, on lui a dit « Ah non, non, vous n'êtes pas là pour ça ». Elle a quitté la salle. Il y a eu un incident entre moi et le directeur du point de rencontre. J'ai menacé de lui boxer le portrait, je l'ai invité à la châtaigne, mais je suis resté calme. J'ai serré les poings, je lui ai montré simplement qu'il ne pourrait pas se permettre d'humilier Madame Effinger et moi-même sans qu'il y ait du répondant. Mais je n'ai fait aucun geste agressif. Puis Sylvie s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Allez, arrive, calme-toi ». Moi je suis parti, j'étais calme de toute façon. Par contre, ce personnage courageux, il a porté plainte et j'en ai été quitte pour un rappel à la loi. Non sans avoir quand même rappelé moi-même que ce personnage est un imposteur. Et oui, le directeur de l'un des points de rencontre de Bordeaux, parce qu'il a dit à Sylvie Effinger, qui disait « Mais vous avez encore retardé de 2 semaines la date prévue pour le premier entretien, comment mon petit garçon va-t-il ressentir ça? Ça va être terrible pour lui. » Et il lui a dit comme ça « Ah ben madame, un enfant n'a pas de notion du temps. » Rien que ça, je peux vous dire que ce personnage est un imposteur. Ce n'est pas un véritable. Et il y en a 3 comme ça qui ont dit la même chose. Un enfant n'a pas de notion du temps. Je peux dire qu'il y a à Bordeaux au moins 3 personnes qui sont embauchées dans un point de rencontre et qui sont des imposteurs. Ce ne sont pas des véritables professionnels de l'enfance. Et ce sont de plus des imposteurs d'un autre point de vue. Quand on leur a dit qu'ils devaient porter une appréciation médicale sur Madame Effinger pour déterminer si elle était dans un état de santé mentale suffisamment bon pour rencontrer son enfant, ils auraient dû exercer leur droit de retrait et dire « Ah non, 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 nous on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de faire ça ». Voilà comment ça s'est passé. Et en plus de ça, nous avons reçu, c'était à la fin de l'année 2018, un deuxième bilan de psychomotricité du petit garçon, qui, contrairement au premier bilan, qui disait le Leroy s'apaise avec sa maman, qui sait le rassurer, etc., le deuxième bilan, alors que le petit garçon n'était plus à la garde de sa maman, était accablant. On présentait un enfant qui répétait des phrases sans en connaître le sens, qui était angoissé à la simple idée de se trouver avec une personne inconnue, etc. C'était vraiment bizarre. C'était tous les symptômes d'un enfant maltraité. La deuxième psychomotricienne était très professionnelle également. Elle a compris qu'on se moquait d'elle, qu'on lui avait raconté des histoires sur la véritable vie de Leroy. Elle a dit, mais c'est curieux, au cours des 4 séances où moi je l'ai examiné, entre novembre et décembre 2018, il est toujours malade. Cet enfant n'est pas soigné. Et pourtant, on nous a prétendu que le petit garçon avait un suivi médical. Et au fil des semaines, au fil des mois, puisque chaque mois, comme je l'ai dit, Sylvie Effinger recevait des nouvelles, enfin des soi-disant nouvelles du département de la Gironde, on lui racontait les mêmes bobards. Leroy s'apaise, Leroy se calme, il a un brillant parcours scolaire, son institutrice est très contente, etc. Mais nous avons fait des recoupements entre ces bobards, ces mensonges, et des données médicales que nous avions, et quelques documents médicaux que nous avions qui étaient authentiques. Et nous avons compris que c'était complètement incohérent. Et nous en sommes venus à la conclusion suivante, qui est extrêmement grave. C'est que le petit garçon Leroy, qui est actuellement détenu dans un lieu inconnu sous la responsabilité du département de la Gironde, il est maltraité physiquement et il subit un endoctrinement sectaire pour ne pas reconnaître sa famille et sa maman. On lui fait répéter des phrases en boucle pour faire croire à ses divers interlocuteurs, des médecins, etc., qu'il aurait une vie normale, mais ce n'est pas vrai. Heureusement, la deuxième psychomotricienne a décelé que ce n'était pas normal, et dans son rapport, elle a fait passer quelque chose de subtil, en pensant que peut-être la maman arriverait à s'en servir, et on va s'en servir, justement.
pour démontrer que le petit Leroy n'est pas gardé dans des conditions normales. Déjà, vous savez qu'il a été à cause de malversations initiales, de fausses en écriture, mais qu'en plus de ça, il est maltraité, ce petit garçon. Et cela a continué comme ça pendant des mois et des mois. Et alors que les services sociaux de Bordeaux racontaient que le petit garçon se portait bien, etc., voilà que, patatras, d'un seul coup, à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, voilà qu'on apprend que ce petit garçon était malade, qu'il avait besoin de faire une opération chirurgicale, etc., etc., etc. On s'en doute un petit peu qu'il était maltraité. Mais il présente 4 pathologies sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Il y en a une qui attire quand même mon attention. Il était prévu de lui faire, de l'opérer du sexe. Il y avait un problème d'infection, quelque chose. Et en fait, nous nous sommes demandé, nous, ce n'est qu'une hypothèse, on n'en a pas la preuve, s'il ne s'agissait pas de couvrir des maltraitances d'ordre sexuel en faisant une opération réparatrice. Qu'est-ce qu'il a subi, ce petit garçon? Je ne sais pas ce qu'il subit ou ce qu'il ne subit pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il subit un endoctrinement, c'est certain, qu'il n'est pas soigné, c'est certain aussi. Et que dans 2 foyers de la région, hein, eh bien, il y a eu des scandales qui sont de nature sexuelle. Un scandale au foyer des Îles en 2017, un scandale au foyer des Îles à nouveau qui est toujours géré par le département de la Gironde en 2019. Et les gens qui ont dénoncé ces scandales, surtout en 2017, eh bien, ce sont eux qui ont été sanctionnés par le département, et non pas, comme on aurait pu le croire, les personnels incompétents qui étaient autour des enfants et qui les maltraitaient. Et dans un centre de l'association qui a fait l'enquête sociale sur Sylvie, il y a eu un autre scandale avec des violences envers les enfants, des injures antisémites venant de leurs éducateurs. On se demande dans quelle partie néo-nazie ils ont dû être certainement recrutés, ces éducateurs. Cette association qui m'a fait condamner pour diffamation. Attention, c'est pas terminé. Je ferai moi-même poursuivre les magistrats qui m'ont condamné parce qu'ils avaient toutes les preuves de tout ça. Je recommanderais à la justice bordelaise d'ailleurs d'adopter le profil bas maintenant, de ne pas me convoquer à tout bout de champ parce que j'en ai franchement marre. J'ai eu 5 attaques en justice contre moi. Et à peu près autant un peu moins contre Sylvie, mais enfin, on l'a frappé du roman, elle aussi. On ne va pas se laisser faire. On va faire dégommer tous les ripoux qu'il y a à Bordeaux. Oui, alors je disais donc que l'association qui a fait l'enquête sociale sur Sylvie Effinger, l'un de ses centres avait été fermé en 2017 pour maltraitance envers les enfants, malnutrition, usage des psychotropes, injures antisémites et attitudes inappropriées. Attitudes inappropriées, c'est un euphémisme pour dire qu'il y a eu des sollicitations sexuelles venant d'une partie du personnel, pas tout le personnel, parce que je précise qu'une partie du personnel de cette association est honnête, vers les enfants. C'est peut-être d'ailleurs, c'est peut-être seulement 2 ou 3 personnes, mais 2 ou 3 personnes, même pour une association qui embauche quand même 300 personnes, c'est suffisamment pour tout pourrir. Et maintenant, il doit y en avoir bien davantage. Je vais reparler brièvement de la crèche. La crèche que nous avions trouvée pour le petit garçon m'a semblé être la meilleure que l'on pouvait avoir. Elle était très très bien équipée. Elle avait un personnel qualifié, manifestement. Il le fallait d'ailleurs pour s'occuper d'un petit garçon qui était relativement difficile. Parce que Leroy, c'était comme sa maman, c'était une nature. Il était hyperactif, il avait tendance à nous défier tout le temps. Bon. Quelque chose me chiffonne. Leroy est un petit garçon métis. Sa maman est de type centre européen, alsacienne et parisienne. Le papa, je dirais, c'est un Antillais. Et dans une publicité qui a été diffusée par la crèche quelques années auparavant, j'ai trouvé cet enfant-là, qui ressemble étrangement à Leroy. Comparé. Vous voyez, c'est presque le même enfant. Moi-même, au début, quand j'ai vu la photo, je me suis demandé si ce n'était pas Leroy. Alors, je ne voudrais pas faire des hypothèses fantasmatiques, mais cette crèche, est-ce qu'elle en était à son coup d'essai?
Est-ce que c'était la première fois que la personne qui la dirige faisait un faux témoignage? Enfin, nous a-t-il semblé, hein, c'est un soupçon. On n'en est pas absolument certain, mais il semblerait que ce soit le cas. Est-ce que c'est la première fois qu'elle faisait, semble-t-il, un faux témoignage pour faire arracher un enfant à sa maman ou pour y contribuer? Une famille où les enfants sont métis, c'est souvent, dans la société française, une famille pauvre qui va être quelquefois monoparentale, assez fréquemment d'ailleurs, qui va être vulnérable, qui ne pourra pas se défendre avec autant de force qu'une famille solide, bien unie, riche. Est-ce que par hasard, cette crèche n'aurait pas attiré délibérément les petits métis? Je ne sais pas, j'affirme pas, je ne veux pas dire. Mais en tout cas, il y a une plainte pour crime qui a été déposée dans une gendarmerie de Lyon, parce que nous allons voir, et ça n'a pas été possible à Bordeaux, qu'on arrive à faire instruire une plainte. Les fonctionnaires bordelais, justice, police, travail social, sont solidaires, manifestement, les uns avec les autres. Il n'y a pas eu moyen qu'on arrive à faire entrer une seule plainte. Par contre, nous quand les travailleurs sociaux ou d'autres personnes portent plainte contre nous pour les avoir diffamés, paraît-il, alors on fait des enquêtes contre nous, mais on ne fait jamais d'enquête sur les gens que nous accusons. C'est bizarre ça quand même. Hein. J'ai été convoqué 5 fois dans un commissariat. Il m'est arrivé de faire quand même casser une plainte en disant, regardez, j'ai la preuve que la personne qui a déposé plainte contre moi, une psychiatre, est une faussaire. Vous le voyez, alors vous mettez ça dans le dossier s'il vous plaît. La plainte, on n'en a plus entendu parler, ça c'est terminé. Mais en général, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à dire, attendez, mais moi j'ai ma version à donner. Vous me dites, monsieur, vous avez diffamé un tel, vous avez un petit peu secoué verbalement ou peut-être appelé à la bagarre un travailleur social. C'est de ça que vous êtes accusé, il ne sera pas de question d'autre chose. Mais moi j'ai eu toutes les peines du monde à dire, attendez, moi je dois expliquer le contexte quand même. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont menti, ils ont persécuté aussi cette maman, une maman qui s'occupait bien de son enfant. D'un seul coup, elle se trouve avec tout un tas de gens sur le dos qui disent que c'était pas vrai. Bon. Mais je reviens maintenant au département de la Gironde, les nouvelles qu'il donne à Sylvie. Alors déjà, ces nouvelles, elles ont quelque chose de bizarre. Hein. Le département dit que ce ne sont pas des documents officiels. Mais le département de la Gironde a oublié que tout document qui vient d'une administration, par définition, c'est un document officiel. C'est même la définition du document officiel. Ça vient d'une administration, donc c'est un document officiel. Il est censé être objectif, chercher exprimer la vérité dans la mesure de ce que l'on sait, mais c'est un document officiel. Tout ce qui vient du département, c'est un document officiel. Et en même temps, tout en disant que ces nouvelles qui vous parviennent, Madame Effinger, ne sont pas des documents officiels, il est interdit de les diffuser. Mais si ce ne sont pas des documents officiels, qui interdit de les diffuser? Une secte peut-être? Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une autorité, c'est forcément une administration officielle. Et en réalité, même si le département assumait les courriers qu'il envoie, il n'a pas le droit d'interdire sa diffusion. Quand vous recevez un courrier, le courrier il est à vous. Alors je le dis ça à tous les parents, n'hésitez pas à divulguer ce que vous envoient les services sociaux. Vous en avez le droit, c'est un courrier qui est votre propriété. Si ce n'est pas votre faute, on n'a pas à vous inculper vous, parce que les services sociaux qui s'occupent de vos enfants ont quelque chose à cacher. Donc on recevait ça. Alors il y avait donc ce texte bizarre. Ceci n'est pas un document officiel, mais il n'est pas, mais vous n'êtes pas autorisé à le diffuser. Donc c'est un document officiel quand même. Déjà c'est un discours qui est irrationnel, un discours de fou. Bon, excusez-moi, mais c'est comme ça. Bon, ouais. Et d'autre part, il y avait donc les nouvelles bizarres, Leroy qui était toujours, paraît-il, en bonne santé, etc. Alors on sait que c'est pas vrai, puisque un document médical montre qu'il n'était pas soigné. Et ces pathologies qui demandaient même une opération chirurgicale qui nous ont été révélées récemment. Et il y avait aussi des photos bizarres, des photos même truquées quelquefois. Alors celle-ci, bon, si vous ne connaissez pas Leroy, peut-être que vous allez trouver, c'est un enfant bien souriant, mais son sourire n'a pas le naturel qu'il avait avec sa maman. Comparez par exemple. Ça, c'est une photo authentique de Leroy avec sa maman. Un sourire éclatant qui n'est pas forcé, qui ne tient pas, qui n'a pas été obtenu par la menace ou comme ça, c'est naturel. Là, on a affaire à un sourire un peu bizarre. Et en réalité,
les gens qui ont vu l'original de ce courriel original, qui a été transmis notamment à la gendarmerie, ont dit mais c'est curieux, c'est pas le sourire naturel du petit garçon. Et effectivement, ce sourire a été obtenu par une retouche obtenue avec un logiciel. Un logiciel, il y en a un certain nombre que l'on trouve maintenant, même il suffit d'un smartphone un peu perfectionné, comme j'ai, pour faire une retouche de sourire. Même votre visage, si vous ne souriez pas, ça peut vous ajouter un sourire. Il y a même, vous pouvez même ajouter un sourire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Bon. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont truqué la photo pour donner l'illusion que Leroy était souriant autant qu'avec sa maman. Mais ça ne marche pas, parce qu'il y a une répartition des pixels qui n'est pas correcte. On voit que ça a été retouché, que la photo elle a été truquée. D'autre part, nous avons décelé avec une certitude d'à peu près 95%, je dirais, que Leroy n'est pas photographié comme on le voit dans une clairière. En apparence, il est dans la... Mais en vérité, non, c'est un décor de photographe. C'est un décor de photographe, comme on en trouve des milliers sur Internet. Vous pouvez vous-même surfer ou chercher décor de photographe, clairière, vous allez trouver tout ce que vous voulez qui ressemble beaucoup à ça. Et peut-être même celui-là, que je n'ai pas trouvé, mais il s'y trouve peut-être. Et d'autre part, dans l'original de la photographie, moi j'ai zoomé sur les yeux, j'allais dire du personnage, du petit garçon Leroy. Et quand je me zoomais sur les yeux, je me suis rendu compte que, bon, ses yeux sont très foncés, hein, c'est un petit métis d'antillais, mais normalement le reflet aurait dû être plus large, les lumières auraient dû être plus larges s'il avait été devant le ciel clair d'une demi-saison, je dirais le printemps ou l'automne, mais en tout cas une saison où il faisait clair. Or ce n'est pas du tout cela, qu'on voit. On a l'impression qu'il était dans l'obscurité d'un atelier de photographe et que finalement n'était éclairé que lui et le fond devant lequel il était. Dans une autre photo de Leroy, il y a carrément notre logiciel a décelé qu'il y avait une retouche par Photoshop. Alors là, il était très souriant. Il avait des proportions qui étaient étonnamment allongées, pas naturelles, qui ont dû être certainement retouchées par un étirement pour lui donner l'allure d'un top modèle, mais un top modèle qui aurait au moins 12 ans, et non pas l'âge de Leroy qui avait 4 ans, je crois, quand la photo a été prise. Et il y a une photo beaucoup plus préoccupante, elle semble attester, qui contient des métadonnées, c'est-à-dire des informations secrètes que vous ne lisez pas, que vous ne voyez pas, mais qui sont là, que l'électronique arrive à déceler, et qui tendraient à affirmer que le petit garçon Leroy a été amené hors du département de la Gironde pour une raison inconnue, dans une villa du Lot-et-Garonne. On ne sait pas ce qu'il venait y faire. Un ami que j'ai dans les services spéciaux m'a dit, mais attention, je ne dis pas que ce soit la même chose, m'a dit que dans ce département du Lot-et-Garonne, il avait connu une affaire où des enfants avaient été amenés pour tourner des films où ils étaient nus. C'était pas tout à fait des films avec des pénétrations sexuelles et autres, mais enfin il y avait quand même des attouchements et en tout cas des enfants nus. Je ne sais pas si c'était le même lieu. Bon, j'aimerais pouvoir dire que j'ai pas de raison de le croire. Oui, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Hein. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Qu'il y a eu une affaire comme ça et qui précisément s'était passée dans le Lot-et-Garonne. Je n'ai pas eu le dossier en main, mais ça c'est sûr. On m'a dit ça. Voilà. Ce sera peut-être, si ça se trouve, c'est peut-être le même endroit. Mais j'en sais rien. Moi, je ne veux pas extrapoler. Je ne veux pas qu'on me dise ah monsieur, vous avez diffamé les services sociaux. Mais il faut savoir quand même que dans la mesure où Leroy présente des signes de maltraitance, ce n'est pas nous qui sommes quand même des complotistes en ayant des soupçons qu'il y ait pire que cela. D'autant plus que l'opération chirurgicale que Leroy était censé subir le 20 février, me semble-t-il, 2020, ça a été annulé d'ailleurs, c'était une opération au sexe, donc on peut avoir quand même quelques soupçons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce petit garçon aurait subi des maltraitances sexuelles? Ces dernières semaines, les événements se sont précipités. En décembre et surtout à partir du mois de janvier, on a commencé, le département de la Gironde a commencé à révéler à Sylvie que son petit garçon était malade. Chose dont nous avions quelques doutes, mais on n'en avait pas la preuve absolue. Là, maintenant, on avait quand même quelques preuves qu'il était mal soigné, étant donné qu'il y avait un défaut de soins pour une infection respiratoire avait été constaté par une psychomotricienne. En janvier, fin janvier, Sylvie Effinger a trouvé un logement. Elle ne parvenait pas à le trouver à Bordeaux,
mais elle a trouvé dans Lyon un logement. Elle a signé un bail. Elle a un logement maintenant très, très décent, même joli, bien entretenu. Alors comme je la connais, ça doit être un véritable palais. J'ai vu des photos, c'est pas mal. Hein. Et une chambre qui attend le petit garçon Leroy. Elle y vit avec son compagnon Didier. C'est une union très sérieuse. Ils s'entendent bien tous les deux. Ils sont de la même culture, c'est-à-dire qu'ils sont chrétiens. Rasta un petit peu. Bon, ce sont des gens qui sont sympathiques, affectueux. Bon, moi je les aime bien. Et Leroy, là, s'il était accueilli là, il serait dans un environnement sécurisant, il pourra se réparer de tout le traumatisme qu'il a subi en étant séparé de sa maman. Sylvie, à un certain moment, a compris que le moment était venu de lancer une nouvelle plainte. J'en ai déjà un peu parlé. Nous avons tenté de déposer des plaintes à Bordeaux, mais à Bordeaux, ça a été bloqué. À Bordeaux, on déposait une plainte très sérieusement pour détention illégale et puis pour maltraitance faux, etc. On nous faisait une réponse négative pour enlèvement en bande organisée, ce n'est pas correct. En plus de ça, le procureur qui a classé sans suite cette plainte-là, il a oublié un petit détail, c'est que quand il s'agit d'un crime, surtout porté contre un enfant, on ne classe pas une plainte comme ça. Hein. Non, non. Il doit y avoir une instruction, ou au moins un début d'instruction. Ou alors si la classe d'emblée, il doit donner une pile de justification. Tandis que le procureur qui avait classé cette plainte à Bordeaux avait simplement écrit votre avocate vous expliquera, vu qu'il s'agit d'assistance éducative, pourquoi je ne peux pas donner de suite à votre plainte. Alors ben ça c'est pas normal, hein, parce que l'assistance éducative ne justifie pas qu'une assistante sociale commette deux faux, qu'une association commette un faux, qu'une psychiatre commette un faux, enfin que tout le monde y aille de son faux et de sa dénonciation calomnieuse pour arracher un petit enfant à sa maman. Par contre, ça a été à peu près le même topo avec une plainte avec constitution de partie civile, celle-là, où une juge d'instruction de Bordeaux a fait semblant, je sais pas, on n'a pas très bien compris sa réponse. En tout cas, on a compris que Bordeaux s'était fichu. Les magistrats locaux ne semblent pas très disposés à être curieux quand les gens qui sont accusés, parce que nous sommes les accusateurs, hein. On a beau nous accuser et nous condamner parfois, nous sommes les accusateurs. Un petit enfant a été pris à sa maman, il a été volé à sa maman. Hein. Les magistrats ne semblent pas très très curieux de savoir ce qui se passe quand les gens qui font ça sont haut placés, ont de bonnes places dans l'administration. Bon, c'est dommage. Parce que moi j'ai connu une époque où l'administration française avait une réputation d'intégrité qui était enviée par les pays étrangers. Hein. Mais dans Lyon, par contre, il y a un ancien gradé de la police, je ne donnerai pas son nom, et des gradés en exercice de la gendarmerie qui ont dit, mais dites donc, madame Effinger, mais c'est une bombe votre dossier là, il est très cohérent, il est très bien fait. Bon, j'ai contribué largement à sa rédaction parce que je suis quelqu'un de rigoureux, je suis auteur littéraire, mais je ne sais pas écrire que de la littérature, je sais écrire aussi des choses relatives au droit, et des choses qui sont objectives, si vous voulez, qui apportent vraiment des preuves de ce que nous affirmons. Et ils ont pris une première plainte a été faite, mais elle était mal rédigée, elle n'a pas eu de suite. Les gendarmes ont insisté, ils ont dit non, prenez-vous-y autrement, madame Effinger, ils lui ont dit, votre petit garçon a été pris et il est détenu dans des conditions qui sont tellement illégales qu'il s'agit d'un enlèvement en bande organisée. Et vous pouvez ajouter enlèvement en bande organisée sur mineur, suivi d'actes de barbarie. Ça, c'est un ancien gradé de la police qui a tenu absolument. Il a dit, c'est évident que ce petit garçon, vu tout ce que vous avez recoupé, les preuves que vous avez qu'en réalité il est maltraité, il subit des actes de barbarie. Ça s'appelle comme ça. Il y a donc une plainte qui est instruite normalement dans Lyon contre certaines autorités bordelaises pour avoir été actrice ou complice d'un enlèvement en bande organisée sur mineur contre la personne du petit Leroy Effinger. Ce petit garçon qui, comme vous le voyez, était heureux avec sa maman et on le voit ici avec sa sœur Stacy, un autre membre de sa famille. Cette plainte est appuyée par les deux filles de Sylvie Effinger qui ont également déposé chacune une plainte contre les services sociaux de Bordeaux pour le traitement indigne que subit la maman et surtout le petit garçon.
Parce que la maman et le petit garçon, Sylvie Effinger, comme son petit garçon, sont deux victimes. Deux victimes. On les a séparés l'un de l'autre. On a dénié apparemment à Madame Effinger ses droits de citoyenne. Le petit garçon, on le traite pire que comme un chien. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée de faire du mal à un chien. Hein. Bon, il y a des gens qui trouvent normal de faire du mal, ou de laisser faire du mal, ou de laisser maltraiter, ou de ne pas soigner correctement un petit garçon. Et donc, il y a une plainte qui est instruite dans Lyon, qui devrait avoir des répercussions. Nous avons fait remonter un certain nombre de malversations ou d'inconséquences des forces de l'ordre de Bordeaux, de carences judiciaires, mais également de carences policières, ce qui fait que normalement, la plainte ne sera pas instruite à Bordeaux, mais sous la supervision d'une gendarmerie de Lyon. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Si par malheur ce n'était pas le cas, je ne cache pas que nous sortirions délibérément de la légalité, en faisant des campagnes dont l'ampleur est absolument insoupçonnable. Et contrairement à ce qui se passe dans cette vidéo, où je ne donne pas de nom, tous les noms vont être mis en pâture à l'opinion publique. Et dans la mesure où cela correspond à des campagnes de réinformation que nous faisons au sujet des placements abusifs, je peux vous dire qu'il y aura des conséquences. Nous sommes actuellement encore en période électorale, et je peux vous dire qu'il y a déjà une personnalité politique locale qui va devoir assumer les conséquences de ce qu'elle a couvert. J'en ai pas plus. Voilà, elle n'était peut-être pas beaucoup au courant, mais elle aurait dû intervenir, elle aurait dû faire quelque chose. Au lieu de ça, elle a porté plainte contre moi, parce que moi, bon, je lui ai dit qu'il fallait rendre l'enfant. Je lui ai dit dans des termes un petit peu durs, je le reconnais, je vais faire pour cela des travaux d'intérêt général, je l'admets. Mais de l'autre côté, est-ce que ce n'était pas son devoir à elle? Quand j'ai dit qu'il y a des faux en écriture qui ont été commis, des choses comme ça, je lui ai envoyé des messages. Est-ce que ce n'était pas son devoir à elle de vérifier que ce que je disais est la vérité? D'autant plus que l'affaire a commencé à être connue. Il y a donc une plainte qui est instruite dans Lyon. Et là maintenant, il vient de se dérouler une audience d'assistance éducative. Elle s'est déroulée le 26 mai 2020. 26 mai 2020. C'est presque l'anniversaire du 30 mai, date à laquelle, 2018, date à laquelle le petit Leroy avait été soustrait. Il a été remis au juge Laurent Gebler. Un dossier qu'il a d'abord reçu par courriel la veille et un dossier papier qu'il a reçu le jour même, qui lui établit de la façon la plus rigoureuse possible, avec des preuves incontestables, que le petit garçon Leroy a été soustrait à sa maman par la fraude, qu'il est actuellement détenu dans des conditions illégales, qu'il est maltraité, et que les services sociaux mentent à Madame Effinger en lui envoyant de fausses nouvelles. Eh bien, sachez-le, Sylvie Effinger, qui comptait partir de l'audience après avoir remis le dossier au juge, et qui avait peur de péter les plombs, comme elle dit, elle y est allée très calmement, et finalement, elle a eu, je ne dis pas gain de cause encore, parce qu'on n'a pas encore la sentence. La sentence du juge sera remise le 3 juin. Mais elle a pu quand même dominer le débat et imposer la vérité. Il a été reconnu, je dis bien, il a été reconnu au cours de l'audience, que le petit garçon Leroy, qu'on nous prétendait mensongèrement avoir fréquenté l'école, était déscolarisé. Il a été reconnu à l'audience, par conséquent, que les services sociaux qui rendaient des comptes mensuels à la maman au sujet de ce que devenait Leroy avaient menti. Il a été reconnu également que l'enfant a été maltraité, ça a été reconnu implicitement qu'il a été maltraité. Il y a eu un incident, et sans doute des incidents, parce qu'un seul incident n'aurait pas suffi à ce que Leroy change 4 fois de famille d'accueil. Donc il y a eu des incidents, et ça a été reconnu au cours de l'audience, qui ont provoqué le changement de famille d'accueil. Le petit garçon Leroy, qui était heureux avec sa maman et avec sa famille, quand il la voyait, il a fait depuis le début de son placement il y a 2 ans 5 familles d'accueil. Il est à la 5e. Il y a eu 4 changements, donc par conséquent. Et quand il n'y est pas, il est dans un foyer qu'on a dit à Sylvie Effinger être celui de Saint-Joseph de Pau-d'Insac. Mais le foyer de Saint-Joseph de Pau-d'Insac, quand on lui téléphone, prétend lui ne pas avoir entendu parler de Leroy. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est que l'on cache quelque chose de particulier à la maman? Je ne sais pas. On leur a peut-être dit de dire toujours ça aux parents, mais en tout cas, c'est curieux. Quand Sylvie s'est rendue à l'audience, il y avait là
sa référente, je ne la nommerai pas dans cette vidéo, sa référente des services sociaux, le juge, la greffière, et la directrice, une responsable du foyer d'accueil qui n'a pas été nommée, je suppose que c'est Saint-Joseph de Podensac, apparemment, je ne sais pas. Aucune de ces personnes n'a pu dire quel est le poids de l'enfant actuellement. Leroy, on ne sait pas combien il pèse. Alors que tout le monde est censé savoir, le suivre médicalement, il n'y a personne qui a son poids. C'est quand même assez curieux. Et le pire dans tout ça, c'est que la responsable des services sociaux, sans avoir absolument rien à l'appui, rien qui puisse le justifier, demande la reconduction d'un placement au bout duquel le petit garçon Leroy est malade et déscolarisé, alors qu'avec sa maman, il était heureux. Ce n'est pas normal. Alors, nous avons envoyé un nouveau courrier au juge en lui disant que, bien entendu, il ne marchera pas dans la combine et qu'il va rendre l'enfant à sa maman. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Puisqu'elle a apporté en plus d'autres preuves qu'elle avait s'était toujours parfaitement occupée de son enfant. Des certificats médicaux, des choses comme ça. Et des attestations de témoins. Bon, comme moi je suis un témoin, j'ai vu ça et je ne suis pas le seul. Voilà. Donc il y a le juge des enfants qui va devoir rendre un jugement. Mais entre-temps, les services sociaux ont fait de nouvelles attaques. Par exemple, les responsables du point de rencontre, dont le monsieur à qui j'ai failli boxer la gueule, hein, bon, pour se venger, j'imagine, parce que je ne vois pas quelle autre raison, il a dit, Madame Effinger a dit à son enfant Leroy, ce n'est pas moi ta maman, c'est Sabine. Non, non, non. Sylvie Effinger, voyant que son petit garçon ne la reconnaissait pas vraiment, qu'il appelait autrement que maman, elle lui a dit, ce n'est plus moi ta maman, c'est Sabine, et c'était une question. Mais les responsables du point de rencontre veulent faire croire que Sylvie Effinger abandonne son enfant. Parce qu'en fait, ils aimeraient bien lancer une procédure d'adoption qui ferait que Leroy ne serait plus l'enfant de sa maman, qui serait confié à d'autres parents. Et nous avions décelé, lorsqu'il a été question en janvier d'une opération chirurgicale de Leroy, qu'un danger de cette nature se présentait. J'ai dit à Sylvie, attention Sylvie, si tu donnes ton accord pour l'opération, et que par hasard ça foire, qu'il y a un accident opératoire, on te dit, ah, madame, vous aviez donné votre accord, vous savez ce que vous voulez. Nous, on n'y est pas responsable si ça a tourné à l'accident. Si tu ne donnes pas ton accord, deuxième possibilité, et que l'opération était vraiment nécessaire, ce que tu ne sais pas, ce que je ne sais pas, on te dira, mais madame, vous avez refusé de faire opérer votre enfant. Et donc, vous êtes une mère irresponsable, on vous retire votre enfant, définitivement. Mais nous ne sommes pas tombés dans le piège. Et la réponse de Sylvie Effinger, après qu'elle ait suivi mon conseil, ça a été ni oui ni non. Elle a dit, d'accord pour l'opération, mais à condition que vous me présentiez un médecin qui soit indépendant de l'ASE, qui me donne son nom et qui porte un diagnostic en disant l'opération est indispensable. Et dans ce cas, vous avez mon accord. Eh bien, il a fallu encore que Sylvie Effinger rectifie en cours d'audience le mensonge des services sociaux qui avait raconté au juge pour le tromper qu'elle n'avait pas donné son accord. Non, 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 elle a dit non, j'ai donné mon accord à condition qu'il y ait un médecin qui se nomme, qui soit un vrai médecin, et pas le charlatan homéopathe, enfin, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, il y a une sorte un individu un peu, on ne sait pas très bien ce qu'il est, il ne veut pas dire son nom. Donc, un charlatan, parce que moi, un médecin, j'estime qu'il doit dire son nom, être responsable de des soins qu'il donne à un enfant, et il doit en prendre la responsabilité. Bon. Elle a dit non, non, je ne veux pas un médecin mystérieux, bon, mais je veux un vrai médecin. Elle a dû rectifier ça devant le juge parce que les services sociaux avaient encore menti à ce sujet. C'est absolument indigne. Des fonctionnaires, il peut arriver que les fonctionnaires soient amenés à cacher la vérité, mais il n'est pas normal que les fonctionnaires aient menti. Or, il a été établi à l'audience et reconnu que des fonctionnaires ont sciemment menti. Quelle crédibilité des gens comme ça peuvent avoir pour témoigner contre une maman qui était exemplaire, qui a toujours bien traité son enfant, qui est issue d'une famille qui a entretenu les valeurs traditionnelles? Moi, je dis ces gens n'ont aucune crédibilité. Au-delà de cette affaire, ce qui est en jeu, ce sont tous les placements d'enfants. Moi, je dis que ce qu'il faut faire, c'est arriver à une réforme totale de l'aide sociale à l'enfance, de la dissoudre en tant que telle, parce que ces agissements ont été trouvés tellement indignes par la population qui les a subis, et ils avaient déjà été dénoncés
ces agissements par des rapports comme celui de Philippe Séguin il y a 10 ans. Il faut dissoudre cette association, cette, j'allais dire de malfaiteurs, disons cette administration sulfureuse. Et la remplacer par des gens qui voudront vraiment protéger l'enfance, des éducateurs de vocation, des gens dévoués au service du bien public. Ce que je voudrais dire également à tous les parents qui se battent, continuez à vous battre, ne vous laissez pas faire. Nous sommes dans une période qui est très grave dans notre histoire, l'instauration d'une sorte de dictature, mais n'acceptez pas cela. La France a connu des hauts, la France a connu des bas. Battez-vous. Battez-vous avec votre volonté. Battez-vous avec vos compétences. Battez-vous avec votre union que vous pouvez faire avec d'autres personnes, des parents qui vont vous épauler, qui vont vous faire profiter de leur expérience. Battez-vous aussi avec votre foi en Dieu, si vous croyez, parce que nous avons affaire à des forces qui nous dépassent. Les forces du mal dépassent ce que l'esprit humain peut concevoir. Nous devons tous nous référer à demander le soutien d'une force qui nous dépasse tous. Notre Créateur, celui qui nous a donné un cœur enclin à la droiture, au bien, à l'amour, mais aussi à la justice. Parce qu'il n'y a qu'une seule justice et ce n'est pas celle des hommes. C'est celle que l'Éternel, le Dieu d'amour, a mis dans notre cœur. Et c'est cette justice qui doit tous nous amener à continuer le combat pour sauver les enfants.